À l'écoute de Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette édition, 14 janvier 2022, 14 janvier 2023. Cela fait un an que les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, face aux sanctions de la CEDEAO de l'UEMOA, ont fait leur la devise de notre pays, un peuple un but une fois, en se mobilisant pour dénoncer ces sanctions. En guise de remerciement et de reconnaissance, les autorités de la transition ont déclaré le 14 janvier journée de la souveraineté retrouvée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire et célébrée partout, un peu partout au Mali. Pour rendre encore plus opérationnelle la protection civile, le gouvernement vient de doter le service en matériel roulant et autres équipements pour la rendre davantage efficace. Aliou Abdoulaye Touré était à la remise pour Radio Mali. Et puis en commune 6 du district de Bamako, les coupures d'eau seront bientôt un mauvais souvenir. L'assurance a été donnée par les responsables de la société malienne de gestion de l'eau potable Somagep qui ont engagé des travaux pour conforter les usagers. Al-Hussein Touré nous fera le point. En sport, Famourou Djourté sera là en direct pour le tour de l'actualité sportive avec en filigrane le championnat d'Afrique des Nations CHAN qui a débuté hier en Algérie. Il nous parlera aussi de la Coupe du monde de handball et du derby mancunien qui se joue en ce moment entre Manchester et City. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Samedi 14 janvier 2023, jour de souveraineté retrouvée. Bienvenue pour votre journal de la mi-journée. En première région, le ministre des Mali établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a assisté à la leçon modèle sur la souveraineté et le patriotisme. C'était au lycée Dougoukoulou Konaré de Caille. Cette activité rentre dans le cadre du premier anniversaire de la journée de la souveraineté retrouvée de la cité des rails Benogo Fofana. C'est au lycée Dougoukoulou Konaré que les activités de la première édition de la journée de la souveraineté retrouvée ont été lancées. Après la montée des couleurs, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, en compagnie de sa délégation, a assisté dans une classe à la leçon modèle sur la souveraineté et le patriotisme. Cette leçon dispensée aux élèves du lycée Dougoukoulou Konaré vise à inculquer et à susciter chez les apprenants l'amour et le patriotisme. Al-Amdou Ag Ilien, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Nous avons constaté qu'il faut revenir aux fondamentaux dans un pays. J'étais d'abord impressionné par la maîtrise du sujet par les professeurs, les suivis qu'en ont fait les élèves. Le ministre n'a pas manqué d'inviter la jeunesse à l'union et au sens élevé de responsabilité pour un avenir meilleur. Al-Amdou Ag Ilien, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Que la jeunesse malienne s'unisse d'abord, que la jeunesse malienne aime son pays, que la jeunesse malienne défende son pays, défendre sa souveraineté. Rappelons que les activités du ministre dans la cité des rails s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, Kaïa, Benogo Fofana, Lassana Keïta, pour l'ORTM. À Ségou, la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau, en collaboration avec la cellule technique des réformes du climat des affaires, a initié une formation sur la procédure d'exécution du contrat de travail dans la cité des Balanzans. Prennent part à cette formation des opérateurs économiques, des magistrats, des avocats et autres auxiliaires de justice. Objectif, approfondir leurs connaissances sur l'exécution du contrat de travail, les obligations de l'employeur et du salarié, le contenu et la modification du contrat de travail, la rupture du contrat de travail, entre autres. De Ségou, Jacqueline Dakou. Apprendre à bien élaborer et à exécuter correctement les contrats de travail, c'est à cet exercice que sont conviés à Ségou des opérateurs économiques, des magistrats, des avocats et auxiliaires de justice venus des régions de Caille, Sikasso, Mopti et Gao. Ces 3 jours de travaux vont contribuer à améliorer le climat des affaires, selon Mohamed Maouloud Najim, directeur national des affaires judiciaires et du Sceau. Le contrat du travail est un instrument essentiel dans la bonne marche des affaires, pour ainsi dire, parce que toute entreprise, pour bien fonctionner, a besoin de passer de bons contrats, aussi bien avec ses fournisseurs qu'avec ce qu'elle-même elle utilise, ce qu'elle-même elle emploie, c'est-à-dire ses travailleurs. Pour Draman Traoré, représentant le ministre en charge de la justice et des droits de l'homme, cette formation vient renforcer la capacité des acteurs concernés
afin de faciliter la maîtrise de la procédure administrative et judiciaire du contrat de travail. La maîtrise de cette matière contribuera à l'apaisement du climat des affaires et favorisera l'investissement dans le secteur privé, d'où l'importance et la nécessité de cette formation. Les attentes de l'État et du PNUD qui finance cette formation sont énormes. Soumagel Mahamadou Maïga est le chef de la cellule technique des réformes du climat des affaires. Nous attendons que cette formation, on sait que ça va les apporter plus. C'est déjà des professionnels et ça seront bien outillés pour que désormais, c'est que nous avons des petits couacs. Certes, il n'y a pas un problème majeur, mais des petits couacs que vous pouvez rencontrer dans les différents tribunaux et inspections de travail puissent avoir leur solution à travers cette formation. Des sessions de formation du genre seront organisées au profit d'autres régions. Ségou, Jacqueline Dako et Bassi Traoré pour l'ORTM. Ici à Bamako, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, a remis un important lot d'engins roulants à la Direction générale de la Protection civile. C'est pour renforcer les capacités opérationnelles des unités d'intervention de la protection civile. Aliou Abdoulaye Touré. En 2022, la Direction générale de la Protection civile a enregistré 1429 cas d'incendie, 63 sinistres dont 23 blessés et 4 cas de décès. C'est pour inverser cette tendance et renforcer davantage les capacités opérationnelles de la protection civile que le ministre de tutelle a offert 20 engins de lutte contre les incendies et 3 engins lourds à la Direction générale de la Protection civile. Général des brigades Bougari Kodjo, directeur général de la Protection civile. La présente donation, composée de 20 engins pompes, communément appelés engins de lutte contre l'incendie, d'une pelle mécanique, d'un chargeur et d'un porte-char, tous acquis sur le budget national, constitue sans fausse modestie l'une des plus importantes donations en véhicules d'intervention jamais enregistrées à la protection civile. Quant aux 3 engins lourds du lot, ils permettront de réaliser des opérations de relevage, notamment lors des interventions pour effondrement des bâtiments. L'acquisition de ces engins, selon le directeur de la protection civile, s'inscrit dans un vaste programme visant à doter les unités de la protection civile en équipements modernes et leur permettant d'agir avec efficacité. Général des brigades Bougari Kodjo, directeur général de la Protection civile. Cette remise va sans doute contribuer à renforcer nos capacités logistiques, qui constitue un facteur déterminant dans le succès de nos opérations et dans notre aptitude à satisfaire aux exigences des populations. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce acte est l'expression éloquente de la volonté affirmée du gouvernement de la transition de la République du Mali de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité face aux multiples défis et besoins de sécurité, en vue de les permettre d'intervenir à tout moment et en toutes circonstances pour porter assistance et protéger nos populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Pour l'atteinte de cet objectif ambitieux, il s'avère impérieux d'acquérir des matériels roulants adaptés et adéquats qui répondent aux exigences du moment. Ces différentes acquisitions de moyens roulants contribuent très significativement à notre stratégie de maillage sécuritaire du territoire national qui implique le déploiement des personnels sur le terrain avec des moyens adéquats. Le ministre d'inviter le directeur général de la Protection civile à faire bon usage de ces véhicules avant de procéder à la remise symbolique des clés et d'admirer une démonstration de ces nouvelles acquisitions. Bientôt la fin des coupures d'eau dans les quartiers de la commune 6 du district de Bamako et environ. La société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP, renforce son réseau pour le bonheur des clients. Le directeur général a visité les travaux et promet d'autres travaux de ce genre pour conforter les usagers conformément aux instructions des plus hautes autorités. Al-Husseini Touré. Falaguet, un des centres névralgiques du réseau SOMAGEP, connaît une certaine effervescence en cette matinée et pour cause. Les travaux de réhabilitation du nœud desservant une grande partie de la capitale. Ici, les ouvriers et autres techniciens s'affairent à l'assemblage des éléments. Amadou Ndiko, directeur des études et travaux à la SOMAGEP SA. On a décidé d'améliorer les services en augmentant la capacité de transit, le volume à transiter dans la zone. Donc c'est dans ce cadre qu'on a acquis une nouvelle pompe, un nouveau booster pour amener le plus de volume possible dans cette zone d'impact.
Plusieurs quartiers de la commune 6 et environ vont bénéficier de cette opération spéciale. Ibrahima Guindo, directeur de la distribution Somagep SA. Les zones qui seront impactées par ces travaux, c'est d'abord Banankabougou sud-est, il y a Faladje village Kan, la zone de Yirimadjo sud, la zone de Yirimadjo Zerni, les logements sociaux, les 759, les 501, 320, les 1008 logements. Et puis il y a la zone de Nyamana, et la zone des logements sociaux de Tabakoro, il y a Sirakoro, il y a Tchekena, il y a également Djalakorobougou jusqu'à Kobalakura. Il faut souligner que toute cette opération est conçue et réalisée par les équipes techniques de la Somagep qui s'illustrent désormais par leur technicité et leur indépendance. Draman Koulibaly, directeur général de la Somagep. Nous souhaitons, au nom de l'ensemble du personnel, présenter nos excuses à nos abonnés. Nous avons décidé, avec l'accompagnement des plus hautes autorités, pour maintenant amoindrir la souffrance de la population en termes d'approvisionnement en eau potable. Avant, il y avait un volume qui transitait par cette station qui faisait environ 1 400 000 litres. Avec ces projets, notre objectif maintenant, c'est de dépasser les 2 millions de litres par heure, ce qui fait environ dans les 40 millions de litres par jour qui devraient transiter par cette station. Si cette promesse se concrétise, l'on peut déjà espérer que les quartiers bénéficiaires soient débarrassés des coupures intempestives d'eau courante. L'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie a tenu la 23e session ordinaire de son conseil d'administration à la Maison des Aînés. Cette structure de recherche aux problèmes de vieillissement est confrontée à des difficultés financières. Pour preuve, aucune étude n'a été réalisée en 2022. C'est ce que nous dit Koumba Sissi. L'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie a pour mission de mener des recherches sur l'état de santé des personnes âgées. En 2022, environ 5200 personnes ont été prises en charge et cela en fonction de la maladie diagnostiquée chez les patients. Ces informations ont été données lors de la 23e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut. Abdoulaye Maïga, président du conseil d'administration de l'IERGG. N'oubliez jamais que ce qui est attendu de vous, c'est de faire en sorte que les personnes âgées ne se sentent guère marginalisées à tout point de vue et surtout en restant dans leur communauté. Ce travail d'animation doit être maintenu et se généraliser le plus possible. Dans le volet gériatrique, il est réconfortant de constater que vous avez offert à plus de 5000 personnes âgées la possibilité de se faire consulter à l'Institut en gérontologie, ophtalmologie, urologie, kinésithérapie, cardiologie, rhumatologie, neurologie et en médecine générale. Chaque année, l'IERGG constate une diminution de son budget, ce qui joue naturellement sur l'exécution de ses activités. Mohamed Wali Djagouraga, directeur général de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie. Les difficultés sont très nombreuses et la part de crédit destinée aux études et aux recherches reste constante. L'année dernière, nous n'avons réalisé aucune étude dans ce sens, faute de ressources financières. Également, nous avons observé par une analyse du cadre organique qu'il y a une inadéquation entre le besoin et l'existant. L'IERGG étant une structure de recherche a besoin aujourd'hui de chercheurs hiérarchisés. Pour rappel, la prise en charge des pathologies détectées chez les personnes âgées est gratuite et l'IERGG constate l'état avancé de la plupart de ces cas. Autre problème signalé, le manque de personnel qualifié pour faire face à ces maladies.
13h14, actualité hors du Mali. Les ministres françaises et allemandes des Affaires étrangères viennent d'achever une visite conjointe de 2 jours en Éthiopie. Les chefs de la diplomatie française et allemande se sont entretenus hier avec la présidente Sahle-Work Zewde. Elles ont plaidé pour que l'Union africaine soit représentée au G20 et au Conseil de sécurité des Nations Unies. William Burns, le directeur de la Central Intelligence Agency, en visite en Libye, c'est le plus haut responsable américain à se rendre dans le pays depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Cette visite est la première d'un directeur de la CIA depuis l'attaque contre le consulat américain de Benghazi qui avait coûté la vie en 2012 à l'ambassadeur américain et à 3 autres de ses compatriotes. Elle intervient après que les États-Unis ont arrêté un ressortissant libyen accusé d'avoir fabriqué la bombe de l'attentat de Lockerbie contre un Boeing américain qui avait fait 270 morts. Au Brésil, le parquet a demandé à la Cour suprême d'ouvrir une enquête sur le rôle de l'ancien président Jair Bolsonaro dans l'attaque lancée par ses militants contre la présidence, le Congrès et la Cour suprême le 8 janvier dernier. C'est la première fois que Jair Bolsonaro, battu à la présidentielle d'octobre par Lula, est cité dans cette affaire. Et puis, en Italie, le procès de Matteo Salvini, l'ex-ministre de l'Intérieur et actuel ministre des Infrastructures et des Transports, a repris hier en présence de témoins clés. Il est accusé de séquestration de personnes et d'abus de pouvoir pour avoir refusé d'accueillir 147 migrants secourus par le navire humanitaire Open Arms en août 2019. Matteo Salvini risque une interdiction d'exercer une fonction au Parlement et dans tout organisme public et 15 ans de prison. C'est l'heure du sport dans cette édition. Ce sera présenté par Famourou Djourté en direct. Famourou, bonjour. Bonjour Ousmane Dao. Le CHAN 2022 a démarré hier en Algérie. Courte victoire du pays organisateur face à la Libye. Oui, 3 affiches sont au programme aujourd'hui. L'Éthiopie et le Mozambique jouent en ce moment au compte du second match du groupe A. Après 15 minutes de jeu, le score est de 0-0. La rencontre est à suivre sur ORTM 2. Ensuite, ce sera le tour du groupe B de rentrer dans la danse. La République démocratique du Congo défie l'Ouganda à 16h sur ORTM 1. La troisième affiche du jour mettra aux prises la Côte d'Ivoire et le Sénégal à 19h. Un choc ouest-africain sur ORTM 2. Et toutes ces rencontres sont à suivre également sur les ondes de la radio chaîne 2 de l'ORTM. Et vous l'avez dit, Ousmane, le CHAN a ouvert ses portes hier vendredi avec une victoire étriquée du pays hôte, l'Algérie, face à la Libye 1-0. L'unique réalisation est l'œuvre d'Ayman Mayous sur penalty à la 57e minute. Lors de la deuxième journée, dans le groupe A, l'Algérie joue contre l'Éthiopie, tandis que la Libye affronte le Mozambique. Pour cette 7e édition du CHAN, ce qu'on peut appeler l'affaire du Maroc, eh bien, le président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe, est monté au créneau. Oui, nous ne voulons pas que la politique s'invite dans le football, a déclaré Patrice Motsepe à la presse en compagnie du président de la FIFA, Gianni Infantino. Le patron du football africain a déploré la situation qui prévaut entre le royaume chérifien et son voisin à l'origine de l'absence des Lions de l'Atlas de la compétition. Le Sud-Africain a ensuite déclaré à la presse qu'il a fait tout son possible ces derniers jours pour convaincre les deux gouvernements, algériens et marocains, de trouver un terrain d'entente sans succès. Dr Patrice Motsepe a aussi exprimé ses craintes par rapport aux prochaines compétitions africaines, notamment la CAN 2025 qui pourrait se tenir dans l'un des deux pays. Avant son entrée en lice dans la compétition, l'équipe du Mali a terminé sa préparation par un match nul hier vendredi. Oui, le Mali a été accroché 0-0 ce vendredi au stade Bou Ali Lawar de Sousse. C'est l'espoir sportif Amam qui l'a tenu en échec pour affronter le club tunisien. Noumdiane a fait encore tourner son effectif. Sans but à la pause, les deux formations se quittent sur un score nul et vierge à la fin du match. Les aigles locaux terminent ainsi leur préparation par une victoire et 2 nuls. Un bilan d'une victoire et 2 nuls. Les Maliens sont attendus ce samedi 14 janvier à Oran. Ils entrent en compétition le 16 janvier contre l'Angola avant d'affronter la Mauritanie le 24 janvier. Puisqu'on parle du CHAN, l'Algérie n'est pas très loin de l'Europe et les championnats européens nous offrent de belles affiches, notamment pour les 30 ans de la Première Ligue anglaise. En ce moment, un chaud derby se déroule entre Manchester United et Manchester City. Oui, après les 45 premières minutes, le score est de 0-0. Absente le week-end dernier, le championnat anglais reprend ses droits ce week-end avec
ce alléchant Manchester United-Manchester City. Ce choc de la 20e journée de Premier League a une saveur particulière, d'abord dans la lutte pour le titre, où les Citizens, deuxième avec 39 points, ont 5 longueurs de retard sur le leader Arsenal. Ensuite, Manchester United, 4e, 35 points, peut espérer se rapprocher du rival et par la même occasion conforter sa place dans le top 4 et espérer retrouver la Ligue des Champions. Enfin, un sentiment de revanche anime inévitablement le Red Devils. À l'aller, ils avaient été humiliés avec une défaite 6-3. La ville de Manchester ne sera pas la seule à offrir un derby ce week-end en Angleterre. Londres va également vibrer lors de cette 20e journée de championnat. Tottenham 5e, 33 points, reçoit Arsenal premier, 44 points. La suprématie du nord de Londres est donc en jeu. Alors le championnat de France n'est pas en reste. Côté belle affiche, Rennes va recevoir le PSG demain également, 15 janvier à 19h45. Les Bretons sont 4e avec 34 points à 5 longueurs de Marseille, 3e, alors que le PSG est caracole en tête de la Ligue 1 avec 4 points d'avance sur Lens. Alors, les chances des coéquipiers de l'international malien Amari Traoré ont l'habitude de battre les grosses cylindrées françaises. La saison dernière, ils s'étaient offert le scalp du PSG 2-0 ainsi que de Lyon, Marseille ou encore Monaco. Pour couronner le tout, on aura un super classico en Arabie Saoudite ce dimanche soir. Ce n'est pas une affiche de championnat, elle ne se jouera ni au Bernabéu ni au Camp Nou, mais une chose est sûre, ce Real Madrid FC Barcelone attirera beaucoup d'attention ce dimanche. Les ennemis jurés du football espagnol se retrouvent en Arabie Saoudite pour une finale de Supercoupe d'Espagne. La rencontre est prévue ce dimanche à 19h GMT. On termine avec le handball. L'Égypte s'est offerte une première victoire dans ce mondial. Oui, opposé à la Croatie dans le groupe G, les Égyptiens ont corrigé les Croates 31-22. Les champions d'Afrique en titre ont démarré tambour battant, remportant la première manche 16-12. Dans le second acte, ils ont ensuite géré puis accru leur avance. Ce succès permet à l'Égypte de prendre la tête de son groupe devant les États-Unis. Dans l'autre rencontre justement de cette poule, le Maroc a perdu face aux États-Unis 27-28. Ce dimanche, l'Égypte et le Maroc s'affrontent au compte de la deuxième journée dans le groupe G. L'Afrique n'est pas représentée dans ce championnat du monde de handball par l'Égypte et le Maroc. Il y a aussi le Cap-Vert et l'Algérie. La sélection du Cap-Vert a remporté jeudi le premier match de son histoire en championnat du monde de handball face à l'Uruguay. Les Cap-Verdiens ont battu les Uruguayens 33-25. Alors que l'Algérie a raté de son côté son entrée en matière. Opposé à la Serbie pour son premier match dans le groupe E du mondial de handball, les Algériens ont chuté 27-36 ce vendredi. Alors, je rappelle que la 28e édition du championnat du monde masculin de handball a débuté le mercredi 11 janvier et se poursuivra jusqu'au dimanche 29 janvier 2023 en Pologne et en Suède, les deux pays co-organisateurs de cette édition. Le Danemark est double tenant du titre 2019 et 2021. Merci Famourou Djourté pour ce tour complet de l'actualité sportive à 13h22 à Dramane et Région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été réalisée et présentée par Ousmane Daou. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sékou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30 si vous êtes à table. Bon appétit si vous avez fini de manger, bonne digestion. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.